Nous sommes le 20 mars 2022, il est 13 h. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Les ministres de l'Union africaine en charge des questions du genre et de la condition féminine ont eu une réunion consultative en marge de la 66e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York. L'objectif, c'est s'unir pour défendre une seule position sur l'atténuation de l'impact du réchauffement climatique. La journée nationale de la propreté a été célébrée vendredi dernier dans les établissements scolaires pour développer des comportements citoyens en matière d'hygiène dans les établissements. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu au lycée municipal d'Adjamé-Williamsville. Le reportage de Grace Kando à suivre dans une quinzaine de minutes. La langue française rayonne avec 321 millions de locuteurs dans le monde. Ce 20 mars, l'on célèbre la journée internationale de la francophonie, une célébration mondiale de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette année, la journée s'inscrit sous le thème « La francophonie de l'avenir ». L'OQSF Côte d'Ivoire, c'est l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire. Il est créé depuis 2016, opérationnel depuis 2019. Ses missions sont notamment la collecte des statistiques relatives aux services et produits financiers de détail rendus à la clientèle, l'évaluation des prestations et la notation des organismes et intervenants en termes notamment de qualité, de transparence et de concurrence ou encore l'élaboration de guides de référence pour les services financiers. Aujourd'hui, nous allons en savoir beaucoup plus sur cet observatoire, notamment les organismes et les intervenants. Nous avons invité le secrétaire exécutif et il a accepté de venir sur notre plateau. Moussa Mamadou est donc avec nous dans le cadre du magazine du dimanche pour nous en donner le rôle de l'observatoire qu'il dirige. Bonjour, Monsieur Moussa. Bonjour, Monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Tout va bien à l'observatoire? Ça va, plutôt bien. On peut dire que ça va. À tout à l'heure? Merci. Dans 30 minutes. Vous allez rester un moment avec nous. On va faire ensemble un voyage. On va s'envoler tout de suite pour New York, aux États-Unis, où s'est tenue il y a quelques jours la 66e session de la Commission de la condition de la femme. Session en marge de laquelle les ministres de l'Union africaine en charge des questions de genre et de la condition féminine se sont réunis. Ils ont convenu de parler d'une seule voix sur la question de l'impact du réchauffement climatique. On retrouve notre envoyé spécial à Sissoko. Mettre les femmes au cœur du plaidoyer sur le changement climatique, c'est l'objectif de cette rencontre tenue en marge de la CSW 66 à New York. Elle réunit les ministres en charge des questions du genre et de la condition féminine de l'Union africaine, ambassadeurs, experts et membres de la société civile. Évoquée ici, la question du leadership des femmes dans l'atténuation de l'impact du réchauffement climatique et la construction d'un climat de paix. Une initiative du réseau des femmes leaders en Afrique qui vise à consolider la position africaine. Nous avons la chance d'avoir des femmes dans des responsabilités très importantes, à la fois au niveau dans le domaine de l'environnement et aussi au niveau des différentes instances nationales et internationales. Le Maroc, il préside maintenant l'Assemblée générale de l'environnement au niveau des Nations Unies. C'est une grande opportunité qui va nous permettre aussi de fédérer nos efforts pour que la voix des femmes soit audible. Des interventions qui mettent en lumière la nécessité du partage d'expériences, des bonnes pratiques, des solutions innovantes. Souligner ici la mise en place de points focaux genre et climat. Surtout, le renforcement des mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour un changement efficient de la condition de la femme. Les femmes sont les plus affectées par le changement climatique, non seulement sur l'aspect de leur santé, de leur participation, mais aussi leur autonomisation économique. Alors comment est-ce que les solutions innovantes qui ont été trouvées et qui sont en train d'être mises en place peuvent se localiser, mais également se vulgariser au niveau du continent africain? Le changement climatique, c'est les femmes aussi qui, par leur habitude quotidienne, détruisent les forêts. Donc nous avons obligation d'impliquer les femmes, d'abord pour les sensibiliser contre la déforestation et puis les sensibiliser aussi contre l'utilisation de tout ce qu'il y a comme foyer amélioré et autres pour réduire
l'avancée du désert. S'il y a des résolutions, il faut penser donc à l'application de ces résolutions-là et que ça ne soit pas des résolutions en plus qu'on va ranger dans des tiroirs. Les ministres en charge du genre et de la femme des États membres de la CEDEAO ont ensuite fait le point des progrès réalisés dans le contexte du changement climatique. La présidente du CNDH et la conseillère du CESEC représentaient la ministre Nassineba Touré à cette rencontre. La femme, principale victime du réchauffement climatique donc, mais aussi principale victime des violences basées sur le genre. Heureusement, il y a le FESTICO, le Festival du consentement. Il s'agit de faire la promotion du consentement dans tout rapport sexuel et l'abandon du viol et de tout type de VBG. C'est une initiative de l'ONG Stop Chat Noir, un festival qui a enregistré entre autres la participation d'entrepreneurs, de femmes juristes et d'étudiants. C'était au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Théodore Zouzou et Franck Quadio nous en parlent dans les détails. Des stands où sont exposés les produits finis de l'entrepreneuriat féminin ou de défense des droits des femmes et des slameurs en pleine prestation. Nous sommes au FESTICO, Festival du consentement au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny. Une activité pour sensibiliser à l'abandon des violences basées sur le genre, dont le viol, une initiative de l'ONG Stop Chat Noir. Le consentement, en général, quand on en parle, c'est une manière de sensibiliser les étudiants, les jeunes, mais aussi la société. Le consentement concerne tout le monde. Si aujourd'hui, une jeune fille est mariée de force, il n'y a pas eu consentement, puisqu'elle n'a pas consenti au mariage. Donc on parle aussi de ça. Et ça peut toucher les jeunes, ça touche la jeunesse, mais ça concerne aussi les parents. Pour mieux mettre en exergue l'absence de consentement qui comprend également le chat noir, à savoir profiter nuitamment d'une personne endormie pour avoir des rapports sexuels sans consentement préalable, des communications à travers des panels sont organisés, et cela 2 jours durant. Pour mettre en valeur la femme, il faut qu'on puisse parler de ses droits. Il faut faire connaître ses droits. Le viol étant un crime, c'est une peine de prison allant de 5 à 20 ans. Protéger les jeunes filles et les femmes contre les violences basées sur le genre, mais également parler de consentement, en parler sans tabou, en parler sans filtre et surtout impliquer autant les femmes que les hommes. Depuis 2 années, l'ONG Stop Chat Noir est en partenariat avec le département de sociologie et de psychologie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La lutte contre ces actes qui marquent à vie la victime est soutenue par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le viol contre les femmes, c'est un crime en Côte d'Ivoire, c'est un crime aux États-Unis. Nous avons voulu lui donner tous nos soutiens. L'ONG œuvre en faveur des droits de la femme et s'engage à la promotion d'une société porteuse de valeurs, dont le respect du genre dans ses droits les plus fondamentaux. Alors, stop au chat noir. On va maintenant à Bingourou où vient de se tenir une cérémonie d'investiture. L'investiture de Pascal Abinan Kwaku, le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé. Et Pascal Abinan promet d'œuvrer au bien-être des populations. Il l'a dit au micro de Mahma Traoré. Battement des tam-tams parleurs. Exécution de la danse Abodan sous le regard des chefs traditionnels. C'est dans cette ambiance des grands jours que le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, Pascal Abinan Kwaku, est investi par des hautes personnalités en présence des populations. Le champ de la mission que le président de la République a bien voulu m'assigner et à travers moi, à vous tous, est très vaste. Et au regard de la diversité et du poids des charges à exécuter, mais aussi et surtout de l'étendue du ressort territorial et de l'importance en nombre de la population à prendre en compte. Le district autonome de la Comoé s'étend sur une superficie de 24 000 km². Il est composé des régions du Sud Comoé, de l'Indéné, du Ablin et du Moronou. L'ensemble des 10 départements et des 14 communes de ce district compte environ 1 600 000 habitants. Monsieur le ministre-gouverneur, l'ensemble des cadres et la population s'engagent à vous soutenir nuit et jour pour le plein succès
de la noble mission qui vous a été confiée. L'outil de développement que représente le district autonome émane de la vision du chef de l'État. Une vision largement saluée ce samedi au stade municipal d'Abengourou par les hautes personnalités présentes. Rendant à Oufoué ce qui à lui et à son digne fils Alassane Ouattara, qui a su l'écouter et capitaliser ses sages et précieux conseils, l'hommage qui lui revient en affirmant haut et fort qu'il est un grand président, un homme de vision, un homme à la parole mesurée, un homme dont les actions transcendent de loin la mesure de nos attentes. Regardons ce que Abengourou est devenu grâce au président Alassane Ouattara. Regardons ce qu'a Boasso, Bongwanou, Agniblekro, pour ne citer que ces villes, sont devenues grâce au président de la République. Dire merci à quelqu'un qui vous a fait autant de bien est un devoir moral. Disons donc merci au président Alassane Ouattara pour lui témoigner notre reconnaissance pour tout ce qu'il continue de faire pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Rappelons qu'avant son investiture, le ministre-gouverneur Pascal Abinan Kwaku a effectué des visites de travail au sein des 3 régions de son district. C'était de septembre à novembre dernier. Le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé est donc officiellement installé et hier, pendant la cérémonie d'investiture, les populations ont dit en attendre beaucoup. Le compte-rendu d'Herman Niamia. On peut le dire, Pascal Kwaku Abinan, ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, a désormais l'onction et la bénédiction de toute la population de sa circonscription pour mener à bien sa mission. Investi ce jour devant un parterre de personnalités et des milliers de personnes venues de tout le district de la Comoé, les populations à travers cette mobilisation ont tenu à lui exprimer leur soutien total. Les districts aspirent au développement local. Nous sommes là pour traduire la volonté du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire solidaire. Nous sommes venus pour apporter notre soutien en tant qu'élus au ministre-gouverneur de la Comoé et lui dire que nous sommes toujours là pour l'accompagner dans le développement de ce district-là. Je voudrais d'abord dire merci au chef de l'État d'avoir nommé notre frère ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé. Je pense que c'est un outil de développement qu'il a plu au chef de l'État de mettre en place et qui va donc booster le développement de notre région. C'est un sentiment de fierté que l'Indénié aujourd'hui reçoit toutes ces personnalités. Et aujourd'hui, je félicite le président Alassane Ouattara d'avoir fait confiance au ministre-gouverneur Pascal Kwaku Abinan pour pouvoir conduire le développement dans le district autonome de la Comoé. Je dis merci à tous ces rois chefs traditionnels qui donne de l'espoir à ce grand district et nous donne raison d'avoir adhéré à la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il peut compter sur l'ensemble de tous les présidents d'institutions de la région et les ministres de la région pour que la région de la Comoé aille de l'avant. Si la mobilisation a été aussi importante, c'est parce que les populations, selon elles, ont foi en ce nouvel outil de développement qu'est le district autonome. Tout en reconnaissant que beaucoup a été fait dans les 3 régions qui composent le district autonome de la Comoé, les populations attendent cependant que d'autres projets soient concrétisés pour la sortie de la précarité. Nos attentes sont énormes et nous avons confiance en lui. Nous pensons qu'il peut encore aller au-delà de ce qu'il a déjà fait. Nous avons beaucoup d'attentes, notamment le bitumage de la voie Abengourou jusqu'à Boasso avec la bretelle Diamarakro-Bétier. Nous comptons énormément sur lui pour que, en harmonie avec les élus, avec tous les acteurs du développement local, que nous convergeons tous dans le même sens pour le développement du district autonome de la Comoé. On attend du ministre-gouverneur un peu plus, développer plus les différentes régions qui composent la Comoé, surtout nos routes. Pascal Abinan Kwaku a bénéficié du soutien de ses collègues ministres-gouverneurs à cette cérémonie. Quand vous voyez les populations, il y a une harmonie, il y a une cohésion et on sait que les populations ont adoubé cette idée. Je crois que ces populations sont engagées, effectivement, à faire réussir la mission. Notre feuille de route, entre autres l'autonomisation de la femme, l'insertion socio-professionnelle des jeunes, je pense que ce sont surtout ces 2 grands aspects qui doivent être notre feuille de route. Il faut indiquer que les districts autonomes ont pour mission d'évaluer la bonne exécution des programmes, des projets et de toute action de développement
en matière de santé, de transport, de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, entre autres. Voilà pour cette investiture du ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé. Depuis quelque temps déjà, un phénomène est observé dans le système éducatif ivoirien, le phénomène des faux diplômes. Selon le CERAP, le Cercle des réflexions d'action politique, c'est une réalité qui malheureusement gangrène le système. Il faut que cela change, il faut faire quelque chose et le CERAP fait sa part. L'institution interpelle l'ensemble des acteurs institutionnels et accentue la sensibilisation des jeunes. Laure Goretti, Jean-Marc Djadji. Le Cercle de réflexion d'action politique, CERAP, veut lutter contre le phénomène du faux diplôme en Côte d'Ivoire. Un phénomène qui pourrait tirer sa source, selon cette structure, dans le système éducatif. Un débat est donc organisé sur le sujet entre jeunes diplômés et enseignants. Ce n'est qu'institutionnellement que nous pourrons, dans un contexte inclusif et participatif, régler ce problème qui gangrène le système éducatif ivoirien. Le faux diplôme pullule et ça ne donne pas une bonne image à la Côte d'Ivoire. Et il était important qu'on pointe du doigt ce mal et qu'ensemble, on puisse trouver des solutions. Voilà, nous, en tant que structure, et les enseignants et les autorités de la République. Voilà. Dans l'objectif de jouer sa partition dans la lutte contre les faux diplômes, l'organisation souhaite proposer des solutions et des recommandations. Donc aujourd'hui, notre combat, c'est d'amener les uns et les autres à véritablement aller correctement à l'école, à étudier correctement pour avoir les diplômes, que d'opter pour la facilité, que d'opter pour la tricherie. Voilà un peu le combat que nous sommes en train de mener. À travers ce débat, le CERAP opte pour le développement personnel des jeunes afin de faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. Et toujours dans le domaine de l'éducation nationale, une école maternelle vient d'être réhabilitée à Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, région de l'Anawa. Ce cadre d'apprentissage des tout-petits est aujourd'hui entièrement rénové grâce à des bénévoles. On en saura plus dans nos prochains journaux avec Jean-Marc Djadji. La propreté, c'est la clé de la santé, il faut le savoir, et les autorités multiplient la sensibilisation. Hier vendredi, avant-hier, vendredi 18 mars, on a célébré la Journée nationale de la propreté et le cadre choisi pour la célébration officielle était le lycée municipal d'Adjamé-Williamsville. Il s'est agi de faire adopter aux élèves les éco-gestes, comme nous le rapporte Grace Kando. Le lycée municipal d'Adjamé-Williamsville choisi pour abriter le lancement officiel de la Journée nationale de la propreté. Une initiative de l'Agence nationale de gestion des déchets qui vise à développer au sein de la communauté éducative des comportements citoyens en matière d'hygiène et de gestion des déchets. J'aimerais que désormais les ordures soient jetées dans la poubelle pour que nos différentes écoles restent toujours propres et que nous restons aussi également dans la propreté pour notre santé. Nous allons mettre en place des brigades de salubrité. Nous allons sensibiliser nos élèves, tous les personnels du lycée municipal pour maintenir les caps. Et pour cela, nous allons nous équiper, nous allons mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire. Cette journée nationale de la propreté s'inscrit dans le cadre du projet de sensibilisation en milieu scolaire. L'État de Côte d'Ivoire veut un Ivoirien nouveau à tous les niveaux. Nous sommes conscients que c'est dans l'esprit des enfants qu'il faut créer le besoin de la propriété. Et nous passons ce message dans toutes les écoles pour que et le corps enseignant et nos enfants puissent vraiment rendre leur milieu scolaire très propre. Ça y va de la santé, mais c'est aussi bon pour l'apprentissage. Le projet de sensibilisation en milieu scolaire va toucher 80 établissements. Le coronavirus nous casse les pieds depuis 2 années. Depuis 2 ans, il tue, il bouscule tout.
Hier, samedi, 12 personnes ont été déclarées malades du coronavirus en Côte d'Ivoire. 12 personnes pendant que 15 autres en guérissaient. 45 cas sont actuellement actifs sur les 81 655 cas confirmés depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès, 796, lui, n'a pas évolué depuis quelques jours. À la bonne heure. Continuons donc à respecter les gestes barrières et faisons-nous vacciner. L'insuffisance rénale conduit également à la mort des patients si aucun traitement n'est appliqué. La pathologie résulte de la destruction progressive et irréversible des reins, alors que ses causes sont diverses et parfois inconnues. À l'échelle de la planète, on estime que 400 à 600 millions de personnes sont atteintes. Lors de la journée mondiale, édition 2022, à San Pedro, on a assisté à un dépistage gratuit des populations. Le témoignage de Sam Conan. Place Ado de San Pedro. Les populations sont sorties nombreuses pour se faire dépister gratuitement des maladies rénales, du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'obésité. Ce matin, j'ai appris qu'il y a le dépistage du diabète. Pour moi, c'est important. Un homme qui est âgé, qui a atteint un âge de 60 ans doit toujours être informé de sa maladie. Selon le professeur Union Saé, directeur général du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, le Bas-Sassandra est beaucoup touché par les maladies rénales et le diabète. L'insuffisance rénale, lorsqu'elle arrive au stade terminal, elle est irréversible. On ne peut pas en guérir. C'est la raison pour laquelle il faut la prévenir. Nous avons quand même un nombre élevé de patients provenant de cette région. C'est pour cela cette année, nous avons décidé d'organiser cette journée à San Pedro pour attirer l'attention de la population sur ces maladies qui sont toutes accessibles à la prévention. À l'issue du dépistage gratuit, les personnes déclarées positives vont être suivies par des médecins spécialistes dans leurs différentes localités. Un reportage de Sam Conan, notre correspondant à San Pedro. La phase 2 du projet COSAI tire à sa fin et les résultats sont concluants. Le COSAI, c'est ce projet de renforcement des communes pour la promotion de la cohésion sociale dans le Grand Abidjan et exécuté depuis quelques années à Abobo et à Yopougon. Le bilan du projet a été dressé cette semaine au plateau. Le témoignage de Walter Amadou Ouattara. COSAI, c'est le projet de renforcement des communes pour la promotion de la cohésion sociale dans le Grand Abidjan. Sa mise en œuvre a permis de créer 12 comités conjoints de gestion CCG, une interface entre les populations et les mairies cibles, à savoir Abobo et Yopougon. Grâce aux efforts de ces comités, environ 75% des personnes interrogées par les acteurs du projet disent faire confiance à leurs voisins contre 33% avant le projet. 37% des usagers déclarent être satisfaits des services publics contre 9% en 2013. Ces points focaux des communes bénéficiaires se réjouissent de l'impact surtout au niveau des infrastructures réalisées. Au niveau de la mairie même d'Abobo, il y a eu un hangar qui a été construit par rapport au projet Koussé. Il y a eu une maternelle au niveau d'Agbekwa. Et en même temps, il y a des jeunes qui ont été formés grâce au projet Koussé. Il y a eu création d'emplois. La commune de Yopougon, nous avons la route d'Andokwa qui part depuis le collège, le lycée moderne, jusqu'à la sortie du centre de santé nazaréen. Au niveau de Banco 2, la voie qui rentre par l'EPP BAD et qui ressort sur la route de GESCO. Des réalisations qui permettent d'améliorer le cadre de vie de la population. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, superviseur du projet dont le bailleur de fonds est l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, suit de près l'exécution du projet et la restitution des résultats. Les acquis du projet nous semblent suffisamment encourageants. Le projet a mis à la disposition des communes une base de données sociales et infrastructures permettant d'identifier des projets pertinents au programme triennal. Dans l'exécution de projets communautaires et le rétablissement de la confiance entre les collectivités et les populations qui
Il s'agit donc de promouvoir le vivre ensemble en permettant aux populations d'un même quartier, d'une même cité, de réfléchir ensemble, d'élaborer et de travailler côte à côte à la réalisation d'un objectif commun. 6 ordinateurs portables et un véhicule identifié au nom du projet COSE ont été offerts par la JICA au comité conjoint de gestion et à la direction générale de la décentralisation et du développement local. En bref et en images, le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire améliore la politique nationale de gestion intégrée des frontières. Une rencontre s'est tenue récemment à Jacquesville dans la région des Grands Ponts, une réunion qui avait pour objet la validation du diagnostic des espaces frontaliers et transfrontaliers ainsi que des recommandations. Le compte-rendu de Franck Quadio à suivre très certainement dans nos prochaines éditions. Venons-en maintenant au festival Akou dans la localité de Bolé, à Toubo et dans la ville de Kong. C'est dans le septentrion ivoirien. Un événement pour célébrer le riche patrimoine culturel et gastronomique des peuples d'Ogossé, Gan et Komono. Cette édition 2022 qui a réuni plus de 6000 festivaliers avait pour thème « Appel citoyen pour la cohésion sociale ». On retrouve Walter Amadou Ouattara. Retrouvailles, communion et cohésion étaient les maîtres mots de cette activité culturelle. Les organisateurs de cet événement se réjouissent de la mobilisation des populations. C'est toute la Côte d'Ivoire en miniature qui est présente ici aujourd'hui. C'est pour montrer l'importance de ce festival. Et nous sommes à la 2e édition et nous voulons que ce festival se pérennise et est réalisé chaque 2 ans. Prôner l'entente et l'union entre les peuples d'Ogossé, Komono et Gan, c'est l'objectif de ce festival, soutenu par les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses. Le député Diomandé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de cette cérémonie, a félicité les organisateurs, insisté sur la solidarité et l'union, gage de tout développement. Les principaux thèmes sont la cohésion, la fraternité et la solidarité. Et pour nous, il était important de partager avec nos frères et sœurs, notre conviction dans le développement endogène, dans la prise en charge personnelle de nos problèmes, avant que quelqu'un d'autre ne vienne nous aider. Et vous voyez, c'était magnifique. Il n'y avait pas de Gans, il n'y avait pas de Komono, il n'y avait pas de Dorossé, il y avait des frères et des sœurs qui ont jubilé, qui ont dansé. Et c'est ça le plus important qu'il faut retenir pour la Côte d'Ivoire. Pendant ce festival, Bolé et Kong ont eu droit à une mémorable parade avec la danse du Koto. Un grand concert des troupes venues du Burkina Faso, du Ghana et celui de Toubo ont gratifié les populations d'un grand spectacle devant la mosquée historique de Kong. L'appel citoyen pour la cohésion sociale, l'esprit de Akou Festival semble avoir été bien entendu par les populations. Je vous le disais au sommaire de cette édition, chaque année à la date du 20 mars, la journée internationale de la francophonie est célébrée dans le monde entier, et dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Cette date fait référence à la naissance le 20 mars 70 à Niamey au Niger de l'Agence de coopération culturelle et technique qui allait devenir l'Organisation internationale de la francophonie. Cette année, cette journée s'inscrit sous le thème « La francophonie de l'avenir » pour souligner le soutien de la francophonie à la jeunesse et à ses aspirations, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, du numérique et du développement durable. En 2022, donc, cette année, le 20 mars est célébré officiellement à Dubaï dans le cadre de la programmation de l'OIF à l'exposition universelle qui a débuté en octobre 2021. Je vous emmène maintenant dans la commune du Plateau où s'est tenu hier un panel sur la cherté de la vie à l'initiative de la coalition des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vie Chère. Un panel organisé dans le cadre de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Reportage Serge Pacom Didi, commentaire Serge Coléa. La coalition des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, Senoxi, SOS Vie Chère, initie un panel sur la cherté de la vie. Cela
à l'occasion de la Journée internationale du consommateur. Une célébration qui se tient dans un contexte particulier, situation de Covid-19 et de cherté de la vie. Il y a des opérateurs économiques véreux qui profitent, même quand c'est pas cher, lui dit c'est cher et lui il vend cher. Il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit solidaire. Il y a des endroits à Abidjan où on peut s'approvisionner moins cher et il y a des endroits où c'est très cher. Il nous appartient de vous indiquer qu'on doit adopter ce comportement, aller vers celui qui vend la qualité et celui qui vend moins cher. Et petit à petit, le gouvernement va nous aider à recadrer ceux qui font l'inflation. La Covid-19 et ses conséquences sur le coût de la vie. Les conséquences de l'incivisme sur nos routes sont entre autres thématiques abordées au cours de cette activité. Le déploiement de la vidéo-verbalisation dans le système de transport pour lutter contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes. Des échanges marqués par des interventions des représentants des ministères de la Santé et de l'Hygiène publique, du transport, du commerce et de l'industrie. Ce panel a été l'occasion pour la CNOCSI de rappeler les droits et devoirs du consommateur et de présenter les différentes réformes instituées par le gouvernement relativement au plafonnement du prix de certains produits de grande consommation. Un reportage de Serge Didier et Serge Coléa. C'est donc la transition parfaite pour nous amener au second chapitre de cette édition, le Dimanche Magazine. Notre invité, c'est Moussa Mamadou, le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Merci d'avoir accepté notre invitation. On regarde tout de suite cet élément vidéo, puis vous allez nous dire tout sur l'OQSF Côte d'Ivoire. Améliorer significativement le climat des affaires, renforcer la fiabilité des services financiers délivrés, bref, construire un large consensus au sein de l'écosystème financier en Côte d'Ivoire. C'est la motivation du gouvernement à créer en décembre 2016 par décret l'Observatoire de la qualité des services financiers. Une instance consultative avec 3 fonctions essentielles: œuvrer à la promotion de la qualité des services financiers, éviter les relations heurtées entre opérateurs et usagers et assurer la mission de médiation en cas de litige. Sont concernés par le champ d'intervention de cet observatoire les services financiers offerts par les établissements, les services financiers décentralisés, les établissements de monnaie électronique ainsi que les compagnies d'assurance. Sur le volet particulier de la médiation financière logé au sein de l'Observatoire de la qualité des services financiers, le dispositif s'interdit toute immixtion dans la politique tarifaire ou commerciale des établissements de crédit. Néanmoins, il devrait pouvoir vérifier les conditions de tarification appliquées aux dossiers litigieux, notamment leur conformité au guide tarifaire, et surtout régler à l'amiable les différends entre les établissements financiers et leurs clients. En faisant la promotion du règlement amiable des différends au moment où la finance numérique est en pleine expansion, l'Observatoire de la qualité des services financiers voudrait contribuer beaucoup plus fortement à la protection des consommateurs, mieux valoriser davantage l'éthique financière. Merci, Lanciné Bakayoko du service économie de RTI1. Monsieur Moussa Mamadou, qu'est-ce que l'OQSF? En 2 mots, l'Observatoire de la qualité des services financiers. Merci. L'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, en abrégé OQSFCI, a été créé le 21 décembre 2016. C'est une entité qui est rattachée au ministère de l'économie et des finances. Et son avènement fait écho à une série de normes internationales et de meilleures pratiques en matière de réglementation financière, mais également en matière de protection du consommateur. Alors, c'est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement ivoirien et le groupe de la Banque mondiale. Il a plusieurs missions, dont 3 sont essentielles. La première, donc, c'est de contribuer à l'amélioration de l'offre de services financiers de détail. La seconde, c'est celle-là sur laquelle l'Observatoire est attendu la plus emblématique, c'est la protection du consommateur de services financiers. Et enfin, la troisième mission, c'est de contribuer à la vulgarisation de la culture financière, ce qu'on appelle communément l'éducation financière. Alors, au terme donc d'une série de diligences d'opérationnalisation qui se sont étalées entre les années 2017 et 2018, l'Observatoire a lancé officiellement ses activités
le 25 avril 2019. Alors, le décret de création, c'est 2016, et puis ces activités sont lancées en 2019, 3 ans plus tard. Pourquoi? Il n'y avait pas urgence? Non, en réalité, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les années 2017 et 2018 ont été mises à profit pour conduire une série de diligences d'opérationnalisation. C'est pas trop long, hein? 3 ans pour mettre en place des... Alors, un organisme comme celui-ci, quand il est créé, il faut déjà, première chose, prendre des textes essentiels en matière de procédure, mais en matière de méthode. Bref, les façons de faire de l'observatoire, l'instrumentation des activités de l'observatoire. Ça, c'est un premier aspect. Alors, le second aspect, c'est toutes les questions d'intendance. Acquérir un local, le premier personnel, doter l'observatoire de moyens qui lui permettent donc de mener ses missions à bien, mais également constituer les différents organes, dont l'organe d'orientation, le conseil d'orientation de l'observatoire, qui comprend à peu près 15 personnes qui sont issues de milieux divers. Alors, entre les arrêtés ministériels, les arrêtés interministériels, etc., la formation du premier personnel, etc. Bref, autant de choses qui ont pris du temps. 2017 et 2018. Et certainement la question d'un siège aussi, hein, oui. qu'il fallait peut-être... Voilà, c'est ce que j'appelais la question d'intendance. D'accord, mais vous venez d'énumérer quelques-unes de vos missions, à les entendre. Vous n'êtes pas seul dans ce domaine. Hein. Au niveau supranational, par exemple, au niveau de l'OADA, la médiation financière est permise aussi. Oui, c'est-à-dire qu'au moment de la prise du texte fondateur de l'Observatoire, le décret dont on parlait tantôt, l'Observatoire donc avait une sorte de primeur. Il avait donc l'apanage en matière de médiation financière en Côte d'Ivoire. Et puis donc il y a eu l'avènement de cet acte uniforme de l'OADA en 2017. Il a été pris donc à Conakry. Alors l'OADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, notamment en Afrique francophone. Ce texte-là qui porte sur un acte uniforme en matière de médiation, y compris donc la médiation extrajudiciaire, parce qu'il y a la médiation judiciaire et il y a la médiation extrajudiciaire, et donc l'Observatoire intervient dans ce registre-là. Alors, ce texte-là donc a induit l'intervention de nouveaux acteurs. La médiation aujourd'hui des assurances existe. Il y a la Banque centrale qui en fait aussi. La Banque centrale, la commission bancaire notamment, qui fait une prémisse de médiation au niveau de la commission bancaire, en direction donc du système bancaire, mais également les émetteurs de monnaie électronique et les systèmes financiers décentralisés de grande taille. Est-ce à dire, M. Moussa, si je comprends bien, est-ce à dire que si je suis insatisfait, par exemple, d'une institution financière, je peux recourir à vous? Oui, il est possible de recourir à l'Observatoire quand il s'agit d'institutions bancaires, d'institutions assurantielles, de microfinance, d'émetteurs de monnaie électronique, ce qu'on appelle le mobile money et les services financiers de la Poste. Alors, lorsqu'un client de l'une de ces institutions-là a un grief et qu'il a déjà porté plainte en interne auprès donc, du fournisseur de services financiers et qu'il se trouve insatisfait, il peut recourir donc au dispositif de médiation financière de l'Observatoire. Et comment se fait la saisine? La saisine peut se faire par plusieurs moyens. Les moyens classiques, vous pouvez écrire donc à l'Observatoire. Vous pouvez saisir l'Observatoire par courrier électronique. Vous pouvez vous y rendre au siège de l'Observatoire. Un numéro de téléphone aussi. Vous pouvez également contacter l'Observatoire au niveau de son standard, le 27 22 2 x 490. L'Observatoire s'est doté également d'un dispositif de call center, un centre d'appel téléphonique qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 27 22 528 100. D'accord. Et on va rappeler les principales parties prenantes à l'Observatoire, les acteurs de l'offre, les acteurs de la demande également. Donc, vous l'avez dit, les établissements de crédit en font partie. Voilà. Et donc, vous avez d'une part les acteurs de l'offre, les établissements de crédit en font partie, ce qu'on appelle communément les banques. Vous avez également les compagnies d'assurance, sous toutes leurs formes. Oui. Vous avez également les systèmes financiers décentralisés qu'on connaît communément sous l'appellation d'institutions de microfinance. Et vous avez les mobile money, ce qu'on appelle les émetteurs de monnaie électronique. Et un peu plus tard, vous avez donc les services financiers de la Poste. Ça, ce sont donc les fournisseurs de services financiers de détail. Oui. Et d'autre part, vous avez donc les consommateurs, les acteurs de l'offre, vous avez les consommateurs, les grandes associations consuméristes, mais également les toutes petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Mais on a aussi les autorités de contrôle, de supervision compétentes, les chambres consulaires par exemple, le patronat, les avocats, tout ça sont concernés. Voilà, tout ceci se constitue en réalité les parties prenantes de l'Observatoire, les deux grandes et essentielles étant donc les acteurs de l'offre, les fournisseurs et les consommateurs. Mais vous avez une série d'acteurs périphériques, et non moins importants, qui sont le régulateur financier, la BCEAO par exemple siège, mais également les grands ministères économiques qui représentent la puissance publique, le ministère de l'économie notamment à travers certains démembrements de la Direction générale de la comptabilité
et du Trésor et de la comptabilité publique. Et le gouvernement en général. Le gouvernement en général. En général. Et puis il faut dire que vous n'êtes ni régulateur, ni superviseur. Vous êtes juste un outil de création de confiance, de maintien, de l'harmonie entre les acteurs de l'offre et les acteurs de la demande. Tout à fait. L'Observatoire n'est ni un régulateur du style, par exemple, de la BCAO ou de la Commission régionale de la CIMA concernant donc le secteur des assurances. Ce n'est pas également un contrôleur ou un superviseur du type, par exemple, de la Commission bancaire de l'UEMOA. C'est un organe, c'est un cadre de rencontre entre les acteurs de l'offre et de la demande et puis les autres acteurs périphériques dont je parlais. Le credo de l'Observatoire étant donc de construire un écosystème inclusif, inclusif et innovant qui contribue donc au renforcement de la compétitivité de l'économie ivoirienne. Donc pas de coercition, pas de sanctions à votre niveau? Non, pas de coercition à notre niveau. Nous ne sommes pas outillés pour cela. Ce n'est pas le mandat qui nous est dévolu. Et l'Observatoire comprend un conseil d'orientation, un secrétariat exécutif, une médiation financière. C'est quoi le rôle de chacun de ces organes? Alors donc, ce sont différents étages. Vous avez le conseil d'orientation qui est un peu l'instance suprême. Qui est présidé par le DG, le directeur général du Trésor. Statutairement, il est présidé par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Alors le rôle de ce conseil, de cet organe d'orientation-là, comme son nom l'indique, c'est de fixer les grandes orientations, de monitorer l'activité du secrétariat exécutif et puis d'évaluer ce que le travail qui est fait quotidiennement. Donc après, il y a toute une série d'autres prérogatives au niveau de ce conseil. Les rapports d'activité sont validés au niveau du conseil d'orientation. C'est le conseil d'orientation également qui assure donc la représentation de l'Observatoire au niveau institutionnel. Le secrétariat exécutif, le secrétariat exécutif, vous dirigez, vous, Moussa Mamadou. C'est le bras exécutif de l'Observatoire. Son rôle, c'est de mener les activités quotidiennes de l'Observatoire, dispenser les moyens à travers la gestion administrative et financière, s'assurer de la bonne exécution donc de la mission donc des médiateurs, mais également assurer la représentation civile de l'Observatoire auprès des populations et auprès des parties prenantes. Et le troisième organe, c'est la médiation financière, qu'on comprend bien. Mais qu'est-ce que vous avez eu à réaliser depuis le lancement officiel de vos activités en 2019 ? Donc, depuis le lancement officiel des activités de l'Observatoire, donc à la date donc, du 25 avril 2019, l'Observatoire s'est attelé à mener un certain nombre d'activités. La première et la plus essentielle concerne donc l'opérationnalisation de notre dispositif de protection des consommateurs, ce qu'on appelle la médiation financière. La seconde catégorie d'activités qui nous semble essentielle, c'est la conduite de toute une série d'activités en matière de communication et de promotion au niveau de l'Observatoire. C'est ce qui a permis à l'Observatoire, par exemple, de se faire connaître par un certain nombre d'acteurs, de lancer un site institutionnel, un site internet institutionnel, www.oqsf.ci, mais également de se doter d'un dispositif de centre d'appel téléphonique externalisé. Alors, troisième catégorie d'activités conduites par l'Observatoire depuis son lancement officiel, il a mis à la disposition donc, des populations une série deux outils digitaux qui favorise donc l'inclusion financière. Vous avez une application? Une application de gestion des plaintes, mais également un site comparateur des conditions de service des fournisseurs de services financiers. Un site qui affiche les coûts? Voilà, un site qui permet de faire de la comparaison, notamment en matière de tarification et de conditions. Et puis bien d'autres critères également sont admis dans ce comparateur-là. Alors l'autre série d'activités qui ont été conduites par l'Observatoire depuis ce temps-là, c'est de mobiliser des financements, notamment auprès de bailleurs de fonds. Et précisément, donc, le concours de la Banque mondiale en la matière a été capital à travers un projet gouvernemental logé au sein du ministère de l'économie et des finances qu'on appelle le PAGDS, le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base donc, aux citoyens. Et puis enfin, l'autre activité menée par l'Observatoire depuis lors, c'est de créer un cadre de rencontre vraiment entre les acteurs de l'offre et de la demande. Et je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser cette question. La protection des consommateurs étant l'une de vos missions essentielles, est-ce que l'action de l'OQSF peut nous permettre de lutter efficacement contre la vie chère? C'est l'actualité en ce moment. Oui, c'est alors, opportunément, il faut dire que l'action de l'Observatoire, en promouvant les questions de transparence, mais également de comparabilité à travers notamment cet outil digital emblématique là, qui est le site comparateur, l'Observatoire permet indirectement aux acteurs économiques donc d'adresser la question de la cherté de la vie. Alors deux illustrations pour aller rapidement.
Prenez un ménage qui veut avoir un crédit, par exemple, un crédit à la consommation et un crédit immobilier pour accéder donc à la propriété immobilière, par exemple. À travers donc les comparaisons possibles sur le site comparateur de l'Observatoire, il peut gagner quelques points de pourcentage sur le coût effectif global de ce financement-là, toute chose qui améliore donc le budget familial. Alors, deuxième exemple, prenons un opérateur qui intervient dans le monde agricole, par exemple dans la filière du vivrier, un acteur qui veut par exemple améliorer sa chaîne logistique. Oui, il peut lever un financement en comparant différentes possibilités à travers cet outil de l'Observatoire-là, toutes choses qui lui permettent donc de maintenir ses prix à un niveau compétitif sans obérer pour autant sa marge opérationnelle. D'accord. Et avant de nous quitter en 2 mots, vos priorités, vos perspectives? Alors les perspectives et les priorités, sur la base de nos enjeux présents et à venir, qui portent notamment sur la question de l'éducation financière, on en parlait, mais également le renforcement de l'interaction entre les acteurs de l'offre et de la demande notamment, et enfin la question de l'essor de la finance numérique, nos priorités sont de 5 ordres. La première priorité, c'est celle-là qui consiste donc à amplifier la communication, à l'effet donc de rendre l'Observatoire davantage visible et audible. Seconde priorité, c'est de renforcer l'efficacité de notre dispositif de protection des consommateurs, la médiation financière. Par exemple, en réduisant le délai moyen de traitement des plaintes. Qui est aujourd'hui de 90 jours. Qui est de 90 jours dans la norme. Il est à 71 jours aujourd'hui. Notre objectif, c'est de le ramener en dessous de la barre de 60 jours. D'accord. Troisième objectif. Troisième et quatrième, rapidement. Troisième objectif, c'est celui de la mobilisation des financements additionnels, en plus de la contribution, somme toute, essentielle du gouvernement ivoirien. Et enfin, l'autre qui est très importante, elle porte sur notre capacité à évaluer périodiquement la mise en œuvre par les acteurs de l'offre, de politique, mais également de méthodes, de procédures qui confèrent donc à leur offre de services des standards de qualité escomptés. Merci. Merci. Monsieur Moussa. Moussa Mamadou, secrétaire exécutif de l'OQSF Côte d'Ivoire, l'Observatoire de la qualité des services financiers. Vous êtes venu nous parler de l'instance qui, je le rappelle, n'est ni un régulateur ni un superviseur, mais vous vous attelez à créer la confiance entre les acteurs de l'offre et ceux de la demande. Merci une fois de plus d'avoir pu venir jusqu'à nous et à bientôt. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de votre confiance, votre fidélité. On se retrouve vendredi prochain dans la santé.